insista l'adolescent. Cet après-midi, lorsque tu discutais avec le buveur d'innocence sur le toit, j'ai fait un tour dans le hangar et j'ai remarqué qu'il manquait 2 mètres. 2 mètres? Je ne comprends rien. Le hangar est trop petit par rapport à ma chambre. Le mur de ma chambre dans le couloir fait au moins 6 mètres de long, alors qu'elle n'en fait que 4 à l'intérieur. Et je suis allée dans le hangar. Les 2 mètres n'y sont pas. Ça veut dire qu'il existe une pièce entre ma chambre et le hangar. T'as découvert tout ça en 20 minutes. Hey, bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Dis-moi si je vais trop vite ou quoi. Le hangar est trop petit. Je n'ai pas eu le temps de réellement explorer le hangar. J'avais trop peur que vous redescendiez. Ambre, je ne sais pas si je dois te féliciter pour ton sens de l'observation ou m'inquiéter pour ton obsession de toujours tout inspecter. Je suis comme ça. Que veux-tu? Allez, viens. La voie est libre. Nickel. Alors, je suis comme ça. Que veux-tu? Allez, viens. La voie est libre. Colline est au poste de pilotage et l'autre vicieux dort. Ils se glissèrent dans la coursive et prirent le plus grand soin de ne pas faire un bruit en passant devant la chambre du buveur d'innocence et enfin atteindre le hangar. Tobias s'empara de son champignon lumineux et passa en premier. La pièce courait sur 8 mètres avec quelques caisses en bois et une ouverture tout au fond. C'est de ce côté, indiqua Ambre en pointant le doigt sur une paroi couverte de cordages. Tobias s'agenouilla et inspecta attentivement le sol avec son champignon. Tu as raison, fit-il après une minute. Il y a bien une rainure verticale ici, comme une porte ou... Attends, je crois que c'est un bouton. Ne l'actionne pas. Mais Tobias avait déjà pressé dessus et la paroi s'écarta du mur avec un déclic métallique. Tu crois qu'il l'a entendu? S'alarma Tobias. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Aucun mouvement suspect ne survint à bord et Tobias se décida à ouvrir le battant. De l'autre côté, ils posèrent le regard sur une cellule sans fenêtre, mais avec des chaînes rivées au mur. « Oh mon Dieu !» s'exclama Ambre en portant ses mains à sa bouche. « Qu'est-ce que c'est? Il voyage avec des prisonniers. » Ambre désigna la minuscule paillasse. « Des enfants, Tobias, des enfants. » Le buveur d'innocence. Alors c'est vrai ce qu'on raconte sur lui. Il ne faut pas lui faire confiance, tu sais. Avec ce que tu as fait, il devrait nous aider, non? Ambre secoua la tête. Non, Toby, non. Viens, je crois qu'il est temps d'avoir une conversation avec Colline. Colline dormait lorsque les 2 adolescents pénétrèrent dans le poste de pilotage. Immédiatement, il vérifia la boussole, corrigea un peu le cap et cligna des paupières pour chasser le sommeil. Ambre s'installa sur le siège à côté de lui pendant que Tobias se tenait dans son dos. Colline n'aimait
plusieurs kilomètres sur leur droite. C'est quoi ça? On dirait des milliers de gyrophares de police. Tu ne reconnais pas? Se moqua Colline. Les scaramées. Zordek, dis donc, de haut, c'est impressionnant. Ils traversent le pays sur les anciennes autoroutes. Ils sont des milliards et des milliards. Bleus d'un côté, rouges de l'autre. Et je sais, j'en ai déjà vu de près, le coupa Tobias. Sauf qu'à cette altitude, c'est assez magique. Personne ne sait ce qu'ils font exactement, même pas les cyniques. Encore moins les cyniques, ils se contrefichent de ces scarabées lumineux. Quand je serai long marcheur, intervint Ambre, je les suivrai jusqu'à la source. Tu suivras lequel? Demanda Tobias, les bleus ou les rouges? Quelle différence, puisqu'ils marchent tous vers le sud? Non, révéla Colline. J'en ai vu aussi, sur une autre autoroute. Ils remontaient vers le nord, bleu et rouge également. Il y a forcément une raison, un sens à leur présence, déclara Ambre. J'aimerais bien creuser la question. Finalement, Colline appréciait leur compagnie et encore plus l'effort qu'ils faisaient pour lui parler, malgré leur antagonisme. Toutefois, il ne souhaitait pas s'attirer d'ennui. Alors, il leur fit signe de partir. Maintenant, retournez à vos cabines. Le maître n'aime pas qu'on sorte la nuit. S'il vous surprend, ça va parler. Lui et moi uniquement pouvons circuler à bord. Pour qu'il puisse maltraiter des enfants, c'est ça, compléta Ambre d'un ton soudain inamical. Écoutez, je vous avais prévenu, c'est vous qui êtes venu le voir. Pourquoi tu restes avec lui? Voulut savoir Tobias. Et quel choix ai-je? Tu veux bien me le dire? Les cyniques m'ont rejeté parce que la prise de l'île a échoué et que leurs hommes sont morts. Il n'y a que lui pour me recueillir. Vous préféreriez que j'aille où? Seul dans la forêt pour me faire bouffer par les gloutons? Il reste à le servir, c'est vendre son âme au diable. Au moins le diable me protège et me nourrit, lui. Après tout, tu n'as que ce que tu mérites, pesta Tobias. Ambre intervint avant que les deux garçons n'en viennent main. Colline, tu as toujours ton altération. Tu peux encore communiquer avec les oiseaux. L'adolescent boutonneux se mordit les lèvres. Difficilement, avoua-t-il. Je perds ma faculté avec le temps. Je crois que c'est ça, grandir. Perdre ce qui fait qu'on est un peu spécial pour rentrer dans le moule. Tu ne pourrais pas guider un oiseau vers un point précis, insista Ambre. Peut-être, avec beaucoup d'efforts, et si la distance est courte. Comment ça marche? Tu leur parles? S'enquit Tobias. Colline ricana bêtement pour se moquer de la remarque qu'il jugeait idiote. Bien sûr que non. Je me concentre pour visualiser une image et je l'envoie à l'oiseau avec un ordre simple. Par exemple, je regarde un oiseau et insiste jusqu'à sentir son cœur, sa chaleur. Ensuite, je force son esprit pour lui envoyer le souvenir que j'ai d'une personne et j'essaye de me représenter l'endroit où elle se trouve. De là, l'oiseau s'envole et part dans la direction indiquée pour retrouver la personne que je lui ai montrée. Voilà tout. Si on rattrape le navire de Matt, tu pourrais y guider un oiseau porteur d'un message.
Je peux essayer, mais je vous préviens, le maître ne voudra pas. Il déteste les facultés des pans. Ça lui fait peur. C'est parce que je suis presque adulte qu'il ne m'a pas posé un anneau ombilical. Sinon, je vous garantis que ça n'aurait pas traîné. Inutile de le lui dire, l'avertit Ambre. Mais c'est mon maître. Écoute, fit la jeune fille, sûre d'elle. Il va y avoir des dégâts dans cette intervention. Ton maître pourrait bien devenir un adversaire de Malronce, et du certain de vouloir servir l'ennemi public numéro 1. Si tu nous aides, alors tu pourras rentrer avec nous. Nous plaiderons ta faveur auprès des pans. Et Cassiopéa 67. Bonsoir, merci. C'est ta chance de te faire pardonner, ajouta Tobias. Colline déglutit difficilement. Il fixait le paysage obscur par la baie vitrée face à lui. C'est quoi votre plan? Dit-il. Ambre et Tobias se penchèrent vers lui et commencèrent à lui expliquer. Chapitre 36. Entre chiens et rapaces. Le fleuve ondulait à travers les plaines, les collines et les forêts, étalant son vert insondable d'une rive à l'autre, un interminable serpentin qui buvait les ombres et renvoyait le soleil. À bord du charron, les matelots s'activaient dans les haubans, tandis que les voiles se déployaient. Le lombric de quille venait d'être remonté pour qu'il se repose et, rapidement, le navire perdit de la vitesse. Matt assistait aux manœuvres depuis la dunette arrière, au milieu des officiers de bord qui surveillaient les opérations. Le conseiller spirituel demeurait dans sa cabine et déjà, Matt avait remarqué que les officiers lui prêtaient moins d'attention. Il savait qu'il ne pouvait sauter par-dessus bord, c'était suicidaire. Alors il ne se souciait pas vraiment de ses faits et gestes. Les voiles ouvertes exigeaient plus de travail et durant 3 à 4 heures, chacun ne se préoccupait plus que de son poste. Le moment était venu d'agir. Matt avait repéré les gouttes avant et il voulait commencer l'exploration du bateau par là. Il faudrait être discret et ne pas traîner. Autant il ne risquait pas grand-chose, autant Plume pouvait souffrir à cause de lui. Cela lui était insupportable et il avait décidé, tôt ce matin-là, de localiser la chienne. S'il devait s'enfuir, ce serait avec elle ou rien. Des ponts inférieurs, Matt ne connaissait que l'arrière des cabines. La sienne, juste à côté de celle du conseiller Eric, puis celle des officiers. FMVP. Hey, bonsoir. Merci. Il était peu probable que Plume soit enfermé de ce côté. Plusieurs fois, Matt avait aperçu la grande écoutille principale ouverte avec, tout au fond, des cales pleines
commence mal, chuchota-t-il. La suivante s'ouvrait sur une réserve d'outils et des malles de matériel. Il allait prendre l'escalier pour descendre à niveau lorsque quelqu'un toussa en approchant. Paniqué, Matt revint sur ses pas et entra dans la réserve pour se cacher sous la voile pliée. Il souffla sur sa lampe et maudit aussitôt la graisse animale de produire une odeur aussi forte. S'il le montrait, il trouverait Matt. Les pas résonnèrent devant la porte, puis s'éloignèrent. Matt soupira longuement. Une cloche lointaine sonna 2 fois. Le changement de gare, comprit l'adolescent. Il faut que je remonte. Le conseiller vient souvent inspecter le changement de gare. Pourtant, il poursuivit sa visite vers 2 larges vantaux en bois qui devaient ouvrir sur la contre-étrave. Matt s'y introduisit et l'odeur caractéristique de sa chienne lui fit battre le cœur à toute vitesse. « Plume, dit-il tout bas. Une forme imposante se déplaça dans le fond de la pièce. Matt leva la lampe et se précipita. Plume était enfermé dans une cage en bambou. Un gros bandage beige lui encerclait les flancs. « Au moins, il te soigne, » fit Matt, les larmes aux yeux. « Si tu savais comme tu m'as manqué. » La chienne lui donnait des coups de langue comme s'il s'agissait d'une glace succulente. Des voix se mirent à crier au-dessus, sans que Matt puisse en interpréter le sens. « Je dois filer, dit-il, mais je te jure que je vais te sortir de là. » La chienne se mit à gémir, et Matt la caressa et embrassa sa truffe humide. « Je ne peux pas rester. Je suis désolé. S'ils me trouvent ici, c'est contre toi qu'ils vont se retourner. » Il gratta la tête de la chienne une dernière fois et allait s'en aller lorsqu'il reconnut la poignée de son épée dans un coin. Tout son équipement était entreposé là. Son premier réflexe fut de saisir l'arme avant de la lâcher aussitôt. Jamais il ne pourrait la dissimuler, et s'il se faisait prendre avec, les cyniques comprendraient qu'il avait localisé Plume. À contre-cœur, il renonça à sa seconde peau. Il ne pouvait pas remonter par où il était venu. C'était trop risqué. Si on l'apercevait en train de sortir de l'égoutier avant, Plume aurait des ennuis. Matt rejoignit la cale principale et de là traversa pour parvenir aux cabines arrière. Il déposa sa lampe et remonta en prenant un air décontracté. À peine sortait-il à la lumière du jour lorsqu'une poigne ferme le saisit par le col. « Où étais-tu » s'écria le soldat. Matt prit l'air le plus surpris qu'il put, malgré la pression sur sa gorge. « J'étais dans ma cabine. »« Ne mens pas, » clama la voix du conseiller spirituel plus loin. « J'y suis allé il y a 1 minute. »« J'étais aux toilettes, » menti Matt avec aplomb. « J'ai bien le droit, non ?» Le conseiller se rapprocha. « Si tu essayes de nous duper, n'oublie pas que c'est ta chienne qui paiera pour toi. » La main gantée le relâcha et Matt se massa la gorge pour faire passer la sensation d'étranglement. « De toute façon, où voulez-vous que j'aille ?» répliqua Matt, énervé par la douleur.
était bien vivante. C'était un bon point. Restait à trouver comment fuir. Le soir, après le dîner, Matt prenait le vent sous les étoiles, assis sur le bastingage. Les repas avec le conseil spirituel devenaient intenables. Il était bombardé de questions sur les bancs, leur organisation, et si Matt montait le plus souvent, il était parfois obligé de lâcher quelques réponses vraies pour ne pas prendre trop de risques avec la vie de Plume. Tant qu'il était sur le fleuve, c'était jouable. Le conseiller ne pouvait pas recouper les mensonges avec les informations de ses espions. Mais tôt ou tard, le mur d'invention que bâtissait Matt s'effondrerait. Le temps lui était donc compté. Et puis, cela l'épuisait. Il fallait une concentration optimale pour mentir autant sans se contredire. Plus tard, il devait tout mémoriser. Par chance, le conseiller lui octroyait une petite heure à l'extérieur après le dîner pour digérer. Matt ignorait tout de ce que Malronze lui voulait, mais il était sûr d'une chose. Elle le souhaitait en bonne santé. Le conseiller y veillait. Si c'est pour me tuer de sa propre main, ça ne me rassure pas vraiment. Deux officiers discutaient tout bas à la barre. Matt tendit l'oreille. Demain, demanda celui qui portait un chapeau. Oui, reste à savoir quand. Si c'est en début d'après-midi, ils nous ouvriront l'écluse. Si c'est à l'approche de la nuit, alors c'est fichu. Il vaut mieux ne pas prendre le risque d'approcher la ville dans ce cas-là. Toi, t'en as déjà vu des mangeombres? Ça va pas. Jamais je ne suis sorti à Enoch à la tombée du jour. Jamais je ne suis sorti de Enoch à la tombée du jour. Les téméraires, ceux qui se prenaient pour des chasseurs exceptionnels. Je vais te dire, ce sont eux, leurs têtes qui ornent les grottes des mangeombres. Matt sauta de son banc improvisé pour approcher des deux hommes. C'est quoi un mangeombre? Demanda-t-il. Les deux officiers l'observèrent avec méfiance. Tu as peur de la nuit? Interrogea en retour celui qui paraît. Pas trop. Les mangeombres, c'est une bonne raison d'avoir peur de la nuit. Sur quoi il émit un rire gras qui entraîna son compagnon. Le conseiller spirituel se tenait au sommet de l'escalier. Comme à son habitude, il s'était déplacé sans bruit. Les mangeombres sont des monstres qui vivent dans les grottes au-dessus de Enoch, dit-il, tandis que les rires se taisaient aussitôt. Ils ne sortent qu'au crépuscule et se nourrissent des ombres de tous les êtres vivants qu'ils rencontrent. Ils chassent en meute, sont rapides, cruels et efficaces. Ils mangent quoi, les ombres? Ils mangent les ombres, répéta Matt. Crois-moi, les êtres sans ombre n'est pas joli à voir. Alors voici une raison de plus de rester auprès de nous. Seul au dehors, sans abri, tu ne leur échapperais guère longtemps. Alors, les habitants de Enoch se barricadent. C'est une ville en grande partie enterrée. Les sas sont fermés au soleil couchant et personne n'entre ni ne sort jusqu'à l'aube. C'est pourquoi le charron s'immobilisera une nuit de plus à bonne distance
sont des vampires en quelque sorte. Non, les manchombres sont bien pires. Le conseiller spirituel s'éloigna et s'installa en retrait pour fumer son cigare du soir. Matt savait qu'il avait 1 heure avant qu'on ne l'enferme dans sa chambre pour dormir. La situation se complexifiait. Il ne pouvait fuir le navire en pleine croisière, mais une fois en ville, il ne pourrait s'échapper que pendant le jour. Matt vérifiait régulièrement la boussole. De bord et depuis le début, il descendait le fleuve vers le sud. Au moins, il savait que pour rentrer auprès des bancs, la direction serait simple, plein nord. Mais en savait-il assez? Le conseiller refusait de répondre à ces questions, et les hommes n'étaient pas très bavards avec lui. S'il voulait vraiment obtenir des informations intéressantes, il devait poursuivre ce périple jusqu'à son terme. Face à Malronce, les réponses tomberaient. Mais à quel prix? Et pourrais-je seulement la fuir ensuite? Il y eut un bruit que Matt prit d'abord pour un coup de vent dans les voiles, avant de se souvenir qu'elle n'était pas hissée. Le lombric de Guy était en plein effort. Il se retourna et se trouva face à face avec un hibou aux grands yeux jaunes et noirs. Craignant d'être attrapé par le rapace, Matt recula. De quoi pouvait bien être capable le hibou depuis la tempête? Pourtant, l'animal ne paraissait pas agressif. Il fixait Matt avec énormément d'intensité. L'adolescent opta alors pour une autre approche. Il avait conservé une pomme de son dîner pour une petite faim nocturne. Il en préleva un morceau avec les ongles et le tendit au hibou qui ne broncha pas. Merci. À bientôt. Matt aperçut soudain le petit rouleau de papier accroché autour de sa patte. Je reconnais cette méthode, c'est un truc de cynique, c'est un fichu message. Il vérifia que personne n'avait encore remarqué l'oiseau et s'en approcha. S'il l'effrayait, il s'enfuirait certainement et le message serait perdu. Toujours ça de gagner pour ennuyer les cyniques. Sauf qu'au lieu de lever les mains pour faire peur au rapace, il se ficha. Non, ce n'est pas digne des cyniques. Il communiquait ainsi pour attaquer l'île Carmichael, parce que Colin était de mèche avec eux, et que son altération lui permettait de guider les oiseaux. Et si Colin était désormais une sorte de manipulateur d'oiseaux à la solde des cyniques? Impossible, il est mort. Matt effleura le message du bout des doigts. Il craignait de se prendre un coup de bec. Le rouleau se détacha et l'adolescent se rapprocha d'une lanterne à graisse pour le lire. Nous sommes derrière toi. Prépare-toi à fuir. Dès que nous le pouvons, nous intervenons. Ambre et Tobias. Incroyable, il s'était parvenu à le suivre. Mais la joie de Matt disparut dès qu'il songea aux forces présentes à bord, aux soldats en armure. Il devait avertir ses amis. Ne rien tenter maintenant. Matt chercha de quoi écrire.
ses amis. Chapitre 37. Chasseur nocturne. Le charron naviguait au milieu du fleuve, laissant une écume blanche dans son sillage, et pendant une seconde, il sembla à Tobias qu'il apercevait une forme longiligne sous le trois-mâts, quelque chose d'immense. Il reposa sa longue vue. Nous sommes à moins de 2 kilomètres, estima-t-il en frissonnant. Nous sommes. Les vigies ont agité les drapeaux rouges, demanda le buveur d'innocence. Non, pourquoi? C'est qu'ils ne nous ont pas encore repérés. De toute façon, ils croiront que je suis en route vers Enoch pour une de mes affaires. Et c'est quoi vos affaires? Interrogea Ambre. Je rends des services. Je trouve ce que les gens recherchent. Je transporte des marchandises avec mon dirigeable, ce genre de choses. Et j'aime maltraiter des enfants, m'en prendre à plus faible que moi pour me sentir tout puissant, pensa Ambre avec colère. Tu n'es qu'un infect pervers, oui. Brusquement, la nacelle fut secouée et se mit à perdre de l'altitude. Qu'est-ce qui se passe? S'inquiéta Tobias. C'est la méduse, elle a soif. Ne pouvez-vous la contraindre à reprendre de la hauteur? Paniqué à l'idée de s'écraser, Tobias se cambronait si fort au siège que ses articulations blanchissaient. Au contraire, nous allons la laisser. Elle n'en sera que plus réactive ensuite. Et puis, cela nous permettra de faire le plein d'eau pour nous aussi. Le buveur d'innocence veilla à ce que l'approche se fasse en douceur, et ils finirent par s'immobiliser à 10 mètres du fleuve. Des dizaines de filaments plongèrent sous la surface, et le buveur d'innocence en profita pour rejoindre le hangar, d'où il actionna un système de poulies pour faire tomber 2 tonneaux dans l'eau verte. Il les fit remonter, plein à ras-bord. Après 2 heures, la méduse se remit en marche. Elle effectua plusieurs kilomètres en filtrant avec le fleuve avant de regagner progressivement de l'altitude. Le charron avait étendu son avance sur eux. Il n'était plus qu'une tache brune sur un ruban d'émeraude. Vous pouvez passer devant le navire, s'enquit Tobias. Le dépasser? Je croyais que vous souhaitiez libérer votre ami le plus vite possible. Quel est votre plan? Nous n'en avons pas vraiment, enchaîna Ambre. C'est pour avoir le temps d'y réfléchir, justement. Si nous arrivons à Enoch les premiers, ce sera mieux. Je vais voir ce que je peux faire. Si nous passons directement au-dessus de ces collines au loin, ça doit être envisageable. Mais je vous préviens, je ne vais pas au-delà. Si à Enoch vous n'avez pas récupéré votre ami, c'en sera terminé de notre entente. Je rentrerai à Babylone. Mais en fin d'après-midi,
Si tu es toujours curieux ce soir, rejoins-moi sur le toit au coucher du soleil. Quelques heures plus tard, merci. De rien, merci. Quelques heures plus tard, Tobias ne résista pas à la curiosité d'en savoir plus et, malgré son instinct qui lui disait de ne surtout pas y aller, il monta rejoindre le buveur d'innocence. Le vent ne soufflait presque pas. Il faisait doux pendant les derniers rayons du soleil s'effaçaient peu à peu à l'ouest sur les hectares de forêt à perte de vue. Le buveur d'innocence lui tendit la longue vue et pointa le nord au long du doigt. Regarde l'anse du fleuve. Tobias s'exécuta et discerna le charron, ancre mouillé, qui allait passer la nuit derrière eux, à plusieurs kilomètres de Enoch. Nous ne craignons rien ici, s'inquiéta le jeune garçon. Non, nous sommes bien assez hauts, et l'ombre de la méduse est trop grosse pour intéresser les manchombres. Maintenant, viens de ce côté et admire Enoch. Tobias fut stupéfait en découvrant le paysage qui s'étendait au sud. Tout d'abord, le pic escarpé qui surgissait au milieu des arbres lançait ses falaises et ses pitons rocheux vers les nuages. Le sommet pointu dépassait l'altitude du dirigeable. À son pied, le fleuve s'élargissait encore et se séparait en deux. L'un des bras entrait dans une immense grotte sous le pic, tandis que le second, le plus large, disparaissait dans un mur de brume blanche. Au-delà, c'était comme si le monde s'arrêtait subitement. Les terres qui couraient ensuite vers le sud s'étaient enfoncées à plus de 500 mètres, un bassin interminable à l'abri d'un aplomb naturel infranchissable. Tobias comprit alors que c'était la brume blanche, une gigantesque chute d'eau. La forêt s'interrompait au bord de ce précipice qui courait aussi loin que la vue portait. D'est en ouest, les collines également s'interrompaient et tous les cours d'eau que Tobias devinait. Sur ces terres encaissées, le relief semblait plus torturé, la végétation plus sombre, et Tobias eut soudain l'impression qu'un second soleil se couchait sur cet horizon, avant de comprendre que c'était autre chose. Que se passe-t-il tout là-bas? S'enquit-il. C'est la demeure de Malronce, le cœur même de Wirlandes. Le ciel y est perpétuellement rouge. J'ignore pourquoi. Certains clament que c'est le sang de Dieu qui coule de tristesse pour noyer nos péchés, mais je ne suis jamais allé voir. Et où est Enoch? Je ne la vois pas. Sous le pic devant toi, la grotte dans laquelle pénètre le fleuve est une des entrées. C'est une ville enterrée. En portant la longue vue à son œil, Tobias remarqua des petites ouvertures dans la paroi au pied du mont. Puis il vit plusieurs constructions sans fenêtres et des escaliers s'enfonçant dans la pierre. Une demi-douzaine de silhouettes s'empressaient de fermer les portes des maisons qui servaient en fait de hangars.
Elles se mirent à courir pour rester dans le halo du soleil couchant. Plus loin, deux bergers faisaient entrer leurs moutons dans la montagne par une trappe. Ils donnaient des coups de bâton aux retardataires pour les faire accélérer. Tous les accès du pic étaient fermés, tout le monde était rentré. Le nimbe flamboyant du soleil quitta le versant en quelques secondes et l'astre disparut pour de bon. Tobias fut ébahi par le silence qui s'ensuivit. Plus aucun oiseau, plus de vent. La nature tout entière semblait retenir sa respiration. Alors ils sortirent de leur trou. Dans la pénombre du crépuscule, les manchombres jaillirent de leur nid au sommet du pic pour dévaler la pente à toute vitesse, comme s'il s'agissait d'une course pour la survie. Des formes triangulaires, un peu plus grandes qu'un homme. Tobias réalisa qu'elles ne glissaient pas au-dessus du sol. Elles planaient. Les ailes se rétractèrent et les manchombres se posèrent, minces et immobiles comme des troncs d'arbres morts. Seule leur tête blanche trahissait leur nature vivante. Crâne sans un poil, grands yeux jaunes et une fente gigantesque en guise de bouche. Dans le cercle de la longue vue, Tobias les trouva cauchemardesques. Qu'est-ce que ça doit être en vrai? Ah, le spectacle va devenir intéressant, se réjouit le buveur d'innocence. Un mouton qui n'avait pas été assez rapide attendait devant une des trappes en grattant la terre. Les manchombres l'avaient flairé et de longues griffes apparurent à leurs pieds pour les soulever légèrement et les faire redescendre vers leur proie. Il fait quasiment nuit, releva Tobias. Le mouton n'a plus d'ombre, alors pourquoi on les appelle manchombres? Tu ne vas pas tarder à le découvrir, fit le buveur d'innocence, avec l'intonation de celui qui s'épanouit dans le malheur des autres. D'autres manchombres, plus loin sur le mont, se laissèrent tomber dans la pente avant de déployer leurs membranes pour planer à toute vitesse en direction du mouton. Tout d'un coup, la pauvre bête fut encerclée. Sentant le danger, elle gratta la terre encore plus fort sous la trappe. Les manchombres se rapprochaient, rétrécissant de plus en plus le cercle. L'un d'eux s'éleva sur ses griffes et son front se mit à bouger. Les plis disparurent, les rides s'écartèrent sur un œil blanc presque transparent. Un flash en jaillit et la fente qui servait de lèvres s'ouvrit sur des rangées de dents jaunes et acérées. Les manchombres bavaient. Un autre flash depuis l'œil blanc et tous les manchombres se jetèrent sur l'ombre fugitive du mouton. À chaque nouveau flash, Tobias constata que les manchombres s'acharnaient sur l'ombre, tandis que le mouton semblait terrorisé.
jamais dans leur esprit collectif, car il semble bien qu'ils soient animés par par le même et unique cerveau. Ils agissent ensemble et traînent ensemble. Se faire dévorer l'ombre par un manche-ombre, c'est la damnation éternelle. C'est dégoûtant. Le buveur d'innocence se gloussa. Tobias allait faire demi-tour lorsqu'une lueur au loin capta son attention. À 5 kilomètres de Enoch, tout en bas dans le bassin, une lumière brillait timidement. Il se servit de la longue vue et détailla une petite forteresse érigée sur un éperon calcaire. Un feu brûlait en guise de phare au sommet de son donjon. C'est quoi le château dans la vallée? La citadelle de la première armée. Il y en a partout dans Wirlandes. C'est l'armée de Malronce. Tobias secoua la tête. C'était bien une idée de cynique de construire des forteresses et bâtir des armées en priorité. Dans un monde qui réclamait des ponts et des mains tendues, les cyniques s'entouraient de murs et préparaient la guerre. Il faut croire qu'on ne refait pas l'homme, se dit Tobias avec amertume. Chapitre 38. Enoch. Les moquettes rouges du salon du dirigeable s'embrasaient avec l'aurore. Tobias retendit la corde de son arc et s'assura qu'il avait assez de flèches. « Je suis prêt, dit-il. » Ambre se posta devant le grand hublot. « Nous allons pouvoir nous approcher. Les manchombres sont rentrés. » Se coucher. Si seulement tu avais vu comment ils ont dévoré ce pauvre mouton, fit Tobias. Ce que tu m'en as raconté me suffit. Le buveur d'innocence entra en terminant de nouer la robe de chambre en soie noire qu'il portait sur ses vêtements. Il n'arborait pas son bonnet de feutrine et ses touffes de cheveux blancs se dressaient, hirsutes comme celui qui vient de sortir de son lit. « Eh bien, que se prépare-t-il ici ?» s'étonna-t-il. « Nous allons descendre en ville, » expliqua Tobias. « Nous avons un plan, et soyez rassurés, vous n'aurez pas besoin de vous en mêler. » C'est-à-dire, Colin vient avec nous. Pour ne pas éveiller les soupçons, il tiendra ses chaînettes que nous accrocherons à nos ceintures pour faire croire que nous avons un anneau ombilical. Le buveur d'innocence tendit la main vers les chaînes. « Où avez-vous pris cela ?» s'emporta-t-il. « Dans le hangar, » exposa Ambre. « Vous avez fouillé dans mes affaires ?» L'adolescente soutint son regard furieux. « Il le fallait bien. Pour préparer un plan sans compter sur vous. » Ambre fit signe à Tobias qu'il partait, mais le buveur d'innocence attrapa la jeune fille par le bras. « Une seconde. Où croyez-vous aller comme cela? Vous n'imaginez pas filer tous les trois tout de même. Je veux une garantie que vous reviendrez à bord. Je pourrai interroger votre ami. » « Et comment pourrions-nous quitter Enoch ?» répliqua Ambre. « Il n'y a que vous et votre dirigeable pour nous ramener au nord. » « Je ne suis pas du genre confiant. Aussi, toi, jeune demoiselle, tu vas rester ici avec moi pendant que ton ami noir va remplir sa mission.
étiez bien noir, n'est-ce pas? Et vous êtes détestable, mais je ne le relève pas. Alors épargnez-nous les évidences si elles ne servent à rien. Tobias et Ambre voulurent sortir, mais la poigne du buveur d'innocence retenait toujours l'adolescente. Elle reste à bord où personne ne descend, insista l'homme, avec une colère contenue qui fit trembler Tobias. Je ne... Le buveur d'innocence coupa Tobias en haussant la voix. C'est non négociable, sinon je fais demi-tour de suite. Ambre se mordit la lèvre inférieure, puis elle avisa Tobias et d'un signe dépité, elle accepta. Le dirigeable s'immobilisa au-dessus d'un groupe de granges et d'une tour en bois où Colline jeta les cordes. En bas, 3 hommes se hâtèrent de les attacher à de lourds rochers et la nacelle commença à se rapprocher du sol. À 15 mètres, le sas d'entrée et le sommet de la tour furent au même niveau et l'on accrocha une autre amarre. Au moment de quitter l'appareil, Tobias déposa son arc et son carquois au pied d'Ambre. « Que fais-tu » s'alarma cette dernière. « Sans toi, ça ne me sera pas utile. » Ne dis pas ça. Il faut être honnête, je suis peut-être rapide, mais je ne sais pas viser. Prends-les et fais-toi confiance. Je me connais, sans toi je suis une catastrophe. Prends-les, je te dis. Ambre déposa le matériel dans ses mains et ajouta plus bas. Je compte sur toi, ne me laisse pas ici toute seule, avec lui trop longtemps, d'accord? C'est promis. Elle se pencha pour lui déposer une bise sur la joue, et Tobias fut tout ragaillardi. Colline saisit la chaînette comme pour tenir Tobias en laisse, et ils sortirent au grand jour. En bas de la tour, les cyniques les accueillirent avec des regards curieux. Un grand blond s'approcha et désigna Tobias du doigt. « Tu nous apportes un esclave? C'est qu'on en aurait bien besoin par ici. » « Ah oui, » surenchérit un autre homme en se grattant l'énorme ventre qui saillait de sous sa chemise de toile. « De la main-d'œuvre. »« Il est déjà réservé, » trancha Colline en approchant d'un escalier qui s'enfonçait dans le pic. À l'intérieur, des lanternes à graisse suspendues à des crochets tous les 10 mètres diffusaient leur odeur caractéristique. L'escalier, taillé à même la roche, plongeait dans les profondeurs du mont sur
jamais vu, se servant de la force de l'eau qui tombe dans la vallée tout en bas. Un savant mécanisme de roues, crantées et de poulies permet de descendre ou de remonter les navires le long du tunnel en pente. C'est par là que va passer le charron. Combien de temps ça prend? Au moins 3 ou 4 heures pour l'accrocher et je pense autant pour le transporter dans la galerie. En général, cela se passe dans la nuit. Et que deviennent les passagers pendant ce temps? Ils empruntent un passage parallèle, un escalier interminable, rendu très dangereux par l'humidité. Il faut plus de 2 heures pour le dévaler. On l'appelle l'escalier des souffrances, tellement c'est une épreuve physique. D'accord, dites-moi vers le parcours qu'empruntera Matt. Je veux tout voir, depuis le débarquement jusqu'à ces escaliers. Ils finirent de rejoindre la ville et, avant de croiser d'autres cyniques, Colin, qui portait l'arc de Tobias pour ne pas éveiller les soupçons, rappela: n'oublie pas qu'avec un anneau ombilical, tu es amorphe. Tu ne prends aucune initiative, tu parles peu et tu obéis. C'est très important. Les gens haïssent, craignent les pans. S'ils ne se sentent pas en sécurité avec toi, ils comprendront que c'est du bidon. Que se passe-t-il quand on retire l'anneau ombilical à un pan? À ce que j'ai entendu dire, ils redeviennent autonomes, mais il n'est plus le même, un peu comme un fantôme. Il lui manque une part de lui et devient dépressif. Les cyniques ont fait des expériences et la moitié des pans à qui on prélève l'anneau se suicident peu de temps après. C'est épouvantable. Comment ils peuvent faire des abominations pareilles? Que crois-tu? Que les grandes découvertes s'effectuent sans dégâts? C'est ça aussi le progrès. Tobias lui jeta un regard mauvais. Pas de doute, ils t'ont bien corrompu. C'est ce qui me dérange chez vous les pans. Vous êtes tellement naïfs. Allez, viens. Ils passèrent devant un groupe de femmes qui portaient des cachots de légumes et de fruits qu'elle avait cueillis à l'extérieur. L'une d'elles interpella Colin. Et toi, tu ne veux pas demander à ton esclave de nous aider à remonter toutes ces caisses chez nous? Je suis désolée, madame. Il est attendu par son autre. Bonne journée. Colin pressa le pas et Tobias suivit comme un bon petit chien. Il déteste cette mascarade. Comment pouvait-on en être arrivé là? Même Colin semblait trouver cela normal. Il serait difficile de lui faire à nouveau une place parmi les bancs. Surtout avec ce qu'il a fait sur les Carmichael. Il avait tout de même tué le vieil oncle. Ambre et moi lui avons promis de plaider pour lui. S'il y met du sien, peut-être qu'il se trouvera un coin et une occupation qui lui conviendront. Ah, le marché était simple. Il les aida à libérer Matt, et lorsque viendrait le moment de fuir le buveur d'innocence, il se joindrait à eux. Sa vie chez les cyniques était un tel fiasco qu'il n'avait pas hésité longtemps. Depuis qu'il vivait parmi les adultes, le garçon aux longs cheveux gras avait gagné en maturité. Il paraissait moins bonnet qu'il n'était sur les Carmichael. Colin entraîna Tobias sur le port, ou du moins ceux qui en faisaient office, un long quai de pierres blanches, et il désigna un vaste trou loin. De l'autre
les autres soldats seront débarqués ici avant que le bateau soit envoyé pour la descente. Il est possible qu'ils viennent se reposer à l'auberge que tu vois à l'angle de la rue. C'est un bourge très fréquenté par les gens de passage. En début de matinée, l'établissement était quasiment vide, à l'exception de 3 ivrognes et du patron qui passaient le balai dans la grande salle. Les odeurs de sueur, de tabac, de graisse brûlée et de vin formaient un remue qui retourna l'estomac de Tobias dès l'entrée. Au prix d'un effort douloureux, il parvint néanmoins à se contenir et prit un air neutre. « Qu'est-ce que tu fais là avec ton chouet, garçon ?» demanda le patron d'un air inquisiteur. « Je voudrais une bière. Le voyage a été long et j'ai besoin de me désaltérer avant de livrer mon colis, » répondit-il en soulevant la chaînette de Tobias. Le patron revint un instant plus tard avec une bouteille de bière toute mouillée qu'il décapsula devant son client. « D'où tu viens comme ça ? » ?»« De Babylone. »« Ah, et quelle nouvelle du Nord ? » ?»« Pas grand-chose. Tout le monde s'organise. Le mur d'enceinte vient d'être achevé. » « Chez nous, c'est le funiculaire qui vient d'être terminé. » »« C'est quoi ? » ?»« Un système de wagons pour s'épargner l'escalier des souffrances. Plus rapide et plus pratique. » »« Je ne savais pas. » »« À qui tu vas le livrer, ton petit homme ? » ?»« C'est confidentiel. Je n'ai pas le droit de vous le dire. » »« Ah, se caussa le patron. C'est la meilleure, ça. Il y a des gens qui brisent le secret maintenant à Enoch. Ce n'est pas moi qui fixe les règles. Je m'en doute. Ça fera 5 pièces, s'il te plaît. Tant que ça, protesta Colin. Les explorateurs en ramènent de moins en moins. Les réserves se vident et nos champs ne seront pas récoltés avant encore 2 mois, sans compter le temps qu'il faudra pour la fermentation. Alors les prix augmentent. Un contre-cœur, Colin paya les 5 pièces que Tobias devina être presque toute sa fortune. Lorsque les hommes de l'auberge furent à nouveau occupés, Colin se pencha vers Tobias. « Il y a des chambres à l'étage, et les passagers peuvent y passer la nuit pendant que leur navire est acheminé dans la vallée de Wirlandes. Il sera difficile d'intervenir ici pendant leur sommeil s'ils sont nombreux. Montre-moi la suite. » Colin prit le temps de boire sa bière en l'appréciant, ce qui stupéfia Tobias, qui avait déjà goûté le fond d'une bouteille de son père un jour et qui avait trouvé cela tellement amer qu'aimer un breuvage pareil relevait pour lui du masochisme. Ils quittèrent la ville par son extrémité sud, plus chichement éclairée, avec une route pavée pour toute construction. La grotte s'arrêtait là, face à une porte de la taille d'un immeuble. Sur leur droite, le lac s'écoulait par un tunnel assez grand pour y faire passer un paquebot, estima Tobias. Ce passage était pentu, et tout ce qu'il put en distinguer se résumait à de colossales poulies. Le fracas d'une cascade noyait tous les autres sons. Derrière cette porte, s'écria Colin pour se faire entendre dans le vacarme, il y a l'escalier des souffrances. Je vais y jeter un œil, voir à quoi ressemble ce funiculaire. Colin fut la grimace. J'étais sûre que tu allais dire ça. Viens, on va essayer de passer par la trappe
chaînes et les autoroues qui tournaient avec la force de l'eau, fusant dans de profondes rigoles. Tobias approcha du sommet de l'escalier et fut soudain saisi de vertige. Des milliers de marches au milieu d'une perspective fuyante. La galerie s'enfonçait vers les profondeurs de la terre en pente abrupte, rectiligne et sans fin. De part et d'autre de l'escalier, des canaux déversaient des millions de litres à la minute, poussant sur des seaux accrochés à des chaînes et entraînaient tout un mécanisme complexe. Tobias devina qu'il s'agissait d'un moyen de faire monter les wagons du funiculaire. Outre les fracas qui cognaient aux oreilles de l'adolescent, il ne se sentait pas à l'aise pour respirer. Toute cette humidité pesait sur ses poumons. Comme dirait Matt, je n'ai jamais eu d'asthme, se répéta-t-il pour se rassurer. C'est rien, c'est normal, ce n'est pas de l'asthme. Les flammes des lanternes elles-mêmes peinaient à rester vigoureuses. Les marches étaient couvertes de gouttelettes. Il n'osait imaginer ce qui adviendrait s'il venait à glisser. Une chute interminable, les os brisés, la mort brutale assurée. La présence de deux cyniques, une centaine de mètres plus bas, le tira de ses rêveries. Trop absorbé à gratter la mousse des marches à l'aide de pelles, il ne les avait pas remarqués. Il faut pas rester là, dit Colin. Libérer Matt ne serait pas possible, lança subitement Tobias. Pas comme ça, pas ici, c'est trop dangereux. Et à l'auberge, il y aura probablement tous les soldats du charron. À deux, nous n'y arriverons jamais. Il faut penser à autre chose, et vite. Il n'y a rien d'autre, ils passeront par là. C'est tout. Tu ne comprends pas, on va se faire massacrer si on intervient ici. Même si l'un de nous deux fait diversion, ça laisse l'autre tout seul pour récupérer Matt. Impossible. Colin posa ses mains sur ses hanches et contempla la perspective qui coulait à ses pieds. Et si je te trouve quelqu'un pour nous aider? Il faudrait qu'il soit exceptionnel. Oh, pour ça, John est exceptionnel. Tu peux me croire, reste à le trouver. La ville n'est pas très grande. Je ne parle pas de le trouver physiquement, mais mentalement.
cessa de battre le pantalon en lin qu'il tenait et fixa son interlocuteur. Aucune réaction. Puis il se remit à l'ouvrage. John, insista Colin tout bas pour ne pas réveiller le garde. Regarde-moi. Je sais que tu te souviens de moi. Allez, fais un effort. Le rouquin recommença à dévisager celui qu'il appelait avant de reprendre le travail. C'est lui le grand stratège qui doit nous aider, se moqua Tobias. On n'est pas tiré d'affaire. Vetsé, Colin attrapa John par les épaules pour le contraindre à lui faire face. Hey John, laisse ton autre toit remonter à la surface. Faut que tu te réveilles. Allez mon vieux. Le rouquin cligna des paupières et brusquement se dégagea de l'emprise de Colin. Qu'est-ce qui te prend? Gronda-t-il tout fort. Colin se précipita pour le bâillonner. Chut, un garde est juste derrière le mur. John retira la main et protesta d'un ton plus bas. Qu'est-ce que tu me veux? Et c'est qui lui? Tobias était surpris de cette réaction. L'anneau ombilical ne faisait plus du tout l'effet. Il le salua d'un signe amical. Je m'appelle Tobias. Vous êtes seul? Pas de signe avec vous. Rien que nous deux, approuva Colin. Comment ça se fait? Nous allons libérer un copain retenu prisonnier. C'est peut-être ta seule chance de te joindre à nous. Pour de vrai, quitter cet endroit. Comment vous allez faire? Nous avons un moyen de transport à l'extérieur de la ville, intervint Tobias. Assez grand pour toi et tes potes. Le regard du rouquin se chargea de tristesse lorsqu'il posa les yeux sur les autres blanchisseurs qui continuaient leur labeur. Pour eux c'est différent, ils ne sont pas comme moi. Jamais leur véritable personnalité ne revient à la surface. Et toi alors, comment tu fais? John ricana. Moi c'est différent. J'étais déjà un peu siphonné avant. Siphonné, tu veux dire fou? Mes parents m'ont collé dans une clinique pendant 6 mois, après que je me suis fait virer de l'école. Il paraît que j'ai une double personnalité. 2 moi différents à l'intérieur de mon esprit. C'est pas génial ça? Et ce fichu anneau ombilical n'en paralyse qu'un seul. Et tu peux contrôler celle de tes personnalités. Qui est aux commandes? Le visage de John s'assombrit. Pas toujours, la plupart du temps. Avec l'anneau, je suis un légume comme les autres. Et puis, de temps en temps. Brusquement, son front se plissa et ses sourcils se contractèrent. Au fait, ton patron, Colin, il n'est pas dans le coin. Si, il est là. L'agacement et une pointe de colère saisirent le rouquin qui cracha dans l'eau. Celui-là, si je le croise. Colin s'adressa à Tobias. C'est mon maître qui a acheté John aux enchères, mais John avait une crise de dédoublement de personnalité et ça lui a filé les jetons. Il a aussitôt revendu ici. Il voulait me faire des trucs louches, ajouta John. Un vrai pervers, ce Gus. Alors bon, tu en es... Le précède Colin. Une occasion de quitter ce trou, tu penses si j'en suis. Dans tes moments de lucidité, tu n'as jamais essayé de retirer ton anneau, demanda Tobias. Seulement, sûrement, passant un bon plan, la douleur que c'est quand ils te le mettent, jamais plus je ne voudrais revivre ça. C'est le pire qu'on puisse te faire. Et puis, il paraît qu'on peut en mourir. De toute façon, j'aurais fait quoi ensuite? Impossible de fuir d'ici tout seul, sans moyen de
Tobias. Et s'il meurt pendant qu'on leur retire l'anneau, s'angoissa-t-il. Franchement, ça ne peut pas être pire que maintenant, souligna John. À partir du moment où vous disposez d'une solution pour fuir, ça mérite tous les risques. On va prendre la décision pour eux. Moi, je sais ce que c'est de vivre avec cette horreur plantée dans le nombril. Je la prends leur nom. Quoi qu'il arrive, ce sera une libération pour chacun. Ils s'organisèrent très vite et Colline sortit, armé d'une grosse pierre qu'il fracassa sur le crâne du cynique. Celui-ci dégringola de son tabouret. Un filet de sang sortit de sous son casque. Colline lui prit l'épée courte qui ornait sa ceinture et fit signe que la voie était libre. Dès qu'ils vont se rendre compte de votre absence, la ville entière sera en panique, protesta Tobias. Justement, ils commenceront par fouiller au dehors. Ils supposeront que nous voulons partir vers le nord. Pendant ce temps, les rues seront moins surveillées. Je connais une bonne cachette un peu plus haut. J'y viens parfois la nuit quand je me réveille. John s'empara des chaînettes des 9 autres pans qui, d'un coup, lui obéirent docilement. Il prit la tête de la fille indienne et s'attarda en chemin devant un petit établi d'où il sortit des pinces et une scie à métaux. Du matériel pour l'ablation. Une heure plus tard, il était installé sur un corniche dominant la ville à contrebas de la grotte. John tendit ses outils à Colline et Tobias. Vous allez commencer par moi. Si ça se passe mal, vous saurez quoi faire pour les autres. Je ne sais pas si je vais pouvoir, hésita Tobias. John l'attrapa par la nuque et vient coller son front contre le sien. Mec, c'est toi qui es venu jusqu'à moi. Maintenant, prouve que j'ai eu raison de vous faire confiance. Oui, c'est vrai, tu peux compter sur nous, balbutia Tobias. J'espère bien. John s'allongea et remonta son t-shirt sale. L'anneau était planté dans les chairs pour souffler du nombril. Hey, bonsoir Hugo. Ah, c'est dégueu, lâcha Tobias en se cramponnant à la pince. Faut le scier, expliqua Colline. Aide-moi en le tenant droit. À chaque coup de lame, l'anneau glissait entre les doigts moites de Tobias et des perles de sang jaillissaient du bourrelet rose où l'objet s'enfonçait dans le ventre. Je vais bien. Et toi, comment vas-tu ce soir? John serrait les dents, courageux et déterminé. L'anneau céda enfin et Tobias en saisit l'extrémité. Nickel. L'anneau céda enfin et Tobias en saisit l'extrémité dans les mâchoires de la pince pendant que Colline retenait l'autre et chacun tira. John se mit à gémir et la sueur inonda son front. L'anneau s'ouvrit suffisamment pour le glisser hors de la plaie et la tentative arracha des plaintes étouffées à John qui n'en pouvait plus. Puis il fut libéré. Le petit rouquin se recroquevilla dans un coin pour respirer profondément et faire passer la douleur. Il se tenait le ventre. Un de fait, annonça Colline, plus que 9. L'opération sembla plus aisée sur la suivante, car elle ne se débattait pas, ne gesticulait pas et n'émettait aucune plainte. Elle semblait ne rien ressentir.
qu'expulsa sa gorge. Elle pleurait et tremblait. John la prit contre lui et commença à la rassurer. « Je crois que ton ami entre en ville, lança Colline en désignant le lac. Le charron venait d'apparaître dans la grotte. La lumière du soleil s'accrochait encore dans les hôtes de voile, tandis qu'il fendait les eaux obscures en direction du quai. Le sommet du grand mât touchait presque le plafond rocheux. Puis plus une seconde à perdre, déclara Tobias. Il n'avait plus très envie de poursuivre, mais il n'avait pas le choix. Après 2 autres libérations, il se sentit un peu plus serein. Le 5e pan fut pris de convulsions. Il se cambra et ses muscles devinrent durs comme de la pierre. Il avale sa langue, s'affola Colline. Ils tentèrent tout d'abord de le maintenir au sol pour qu'il ne passe pas par-dessus bord de la corniche avant de glisser un bout de bois entre ses dents, d'où sortait une écume blanche de mauvais augure. Incapable de stopper les convulsions, ils le virent se trémousser dans tous les sens avant de se figer brusquement. Colline l'inspecta minutieusement avant de secouer la tête. « Il est mort, dit-il. »« Oh non, fit Tobias. » Ils restèrent ainsi, à couvert son corps du regard, comme s'il pouvait reprendre vie, avant que Tobias ne dise, la voix cassée par la peine et la culpabilité. « Comment s'appelait-il » ? « Je l'ignore. Je ne le connaissais pas, avoua John. Une fois l'anneau posé, nous n'avons plus de nom. À quoi ça servirait quand on n'a plus aucune personnalité ? Il est mort à cause de nous. Non, répliqua John, il est mort à cause des cyniques. Ne vous arrêtez pas, il faut rendre aux autres leur dignité. Tobias posa la main sur les paupières du mort. Je suis désolé, dit-il tout bas. Chapitre 40. Le précieux document. Entrer dans les ténèbres demandait un temps d'adaptation. Matt avait reçu l'autorisation d'assister à l'approche de Enoch depuis le pont principal. Il avait changé de cap au dernier moment pour quitter le bras le plus large du fleuve, afin de s'engager sur un bras secondaire entre les branches basses en direction d'un pic escarpé. La rivière s'enfonçait dans une grotte aux proportions démesurées. Le charron pivota pour suivre le coude naturel pendant que les matelots couraient allumer les lanternes. Soudain, les parois s'écartèrent et Matt se crut face à un trésor titanesque dont l'or reflétait leur propre lumière. Ses yeux s'habituèrent et le joyau brillant de 1000 feux devers flammes et feu. Les coffres prirent des contours plus nets et une ville construite sous la montagne se profila. Durant sa croisière forcée, Matt avait appris à connaître les personnalités les plus importantes du port. Bien sûr le conseiller spirituel, mais également le capitaine et surtout son second, le chef de la sécurité, un certain Roger. C'était lui qui veillait le plus souvent à ce que Matt ne puisse rien tenter. Il commandait les soldats et son regard trahissait la méfiance qu'il entretenait pour les pans. Curieusement, ni le conseiller spirituel ni Roger n'étaient en vue. C'était pourtant une manœuvre cruciale. Matt supposait
je vais sagement attendre qu'on me dise quoi faire, que je vais répondre à toutes les questions. La supprimer serait stupide. Et si le conseiller était cruel, il n'était pas idiot. Matt. Bonsoir, Robineau. Matt étudia le garde chargé de sa surveillance. L'homme était tout absorbé par la contemplation de la ville. Discrètement, l'adolescent s'approcha de la porte conduisant aux cabines sous la dunette arrière et se coula sans un bruit à l'intérieur. Sa survie dépendant en grande partie de sa capacité à anticiper les faits et gestes de l'ennemi. Plus il en saurait sur le conseiller, plus il pourrait tenir dans ses mensonges et ainsi gagner du temps. Il n'avait plus reçu de réponse du hibou depuis le premier passage et craignait que ses amis ne soient plus à ses trousses. Que ferait-il si c'était le cas? Et comment pénétrer dans cette grotte et la ville? Sa libération lui semblait de plus en plus compromise. Il ne devait compter que sur lui-même. Merci. Saisir la moindre opportunité pour récupérer Plume et fuir le plus loin possible de cet infernal navire. Matt colla son oreille contre la porte du salon et, comme il n'entendait rien, s'orienta vers les cabines. Des voix provenaient de la chambre du conseiller. Matt posa un genou sur le plancher et scruta la pièce par le trou de la serrure. Il ne voyait que les manches amples du conseiller. Le garçon avec moi, disait-il. La reine le veut dans les plus brefs délais. Il nous confère un avantage décisif. Pourquoi voulez-vous me débarquer ici dans ce cas? Je serai plus utile à veiller sur lui. Matt reconnut la voix immédiatement. Il s'agissait bien de Roger, le chef de la sécurité. J'ai une mission très importante à te confier, mon cher. Tu vas apporter ceci à la citadelle de la première armée. Matt se tortilla dans tous les sens pour tenter d'apercevoir ce que le conseiller tenait dans les mains. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Roger. « La stratégie que nos généraux vont devoir préparer pour la grande invasion. Malron et ses conseillers militaires ont tout élaboré. Et lorsque le signal sera donné, il faudra que nos troupes sachent exactement quoi faire. La première armée va coordonner l'ensemble. Apporte ce document au général Golding, qui fera suivre à chacune des autres armées. Qu'ils se tiennent prêts. Matt avait le souffle court. Une invasion. De quoi parlait-il? C'est pour bientôt, conseiller. Tout dépendra de la reine, mais je pense qu'avec l'enfant que nous lui apportons, nous interviendrons rapidement. Le temps de lever les troupes et d'acheminer les dernières cargaisons d'armes. Je mettrai ma main à couper qu'il n'y aura plus aucun pan libre d'ici l'hiver. Le cœur de Matt tressauta dans sa poitrine. Une guerre contre les pans. Les cyniques préparaient leurs armées pour asservir tous les clans d'enfants. Je serai digne de votre confiance, monsieur. Conserve ce document comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas.
agir. Matt ne pouvait garder une information si capitale pour lui-même. Eden devait en être informé. Ambre et Toby, j'ai besoin de vous. Envoyez-moi votre oiseau maintenant. La porte du couloir s'ouvrit et quelqu'un entra à toute vitesse. Ça, c'est pour moi. Matt se précipita vers les latrines mitoyennes à sa cabine et s'y enferma au moment où le conseiller spirituel sortait alerté par la cavalcade. Matt prit une profonde inspiration pour se calmer et s'élança. « Toi, hurla le garde, je te cherche partout. » Le regard du conseiller passa de son soldat à l'adolescent, les braises de sa méchanceté s'illuminant au passage. « Que fais-tu là » s'écria-t-il. Matt se para de son expression la plus innocente, chercha à semer la confusion. Il passa, moi, mais rien, dit-il en désignant les toilettes dans son dos. Il passa devant la cabine du conseiller et y jeta un coup d'œil furtif. Roger était en retrait. Il tenait une boîte en bois similaire à un coffret pour faire brûler de l'encens. Matt ajouta narquois. « Je suis désolé, j'ai une toute petite vessie. » Les 3/4 de l'équipage débarquèrent sur le quai blanc, au milieu des tonneaux et des caisses. Constatant que Plume n'y était pas, Matt interpella le conseiller. « Et ma chienne ?»« Le voyage n'est pas fini. Elle reste à bord, mais ne t'en fais pas. Tu la rejoindras dès demain. Avance. » Pas moins d'une vingtaine de soldats les encadraient, accompagnés par Roger. Ils investirent une auberge et Matt vit des sourires se profiler sur les visages de ses gardes. Il fut conduit au 2e étage et enfermé dans une petite chambre où il demeura jusqu'au soir. Pour le dîner, le conseiller spirituel et lui partagèrent une table ronde dans un angle de la grande salle. Un ragoût de mouton, de pommes de terre et de carottes leur fut servi avec un pichet de vin. Matt préféra ne rien boire et termina son bouillon à la place. Les soldats colonisaient une bonne partie des lieux, buvaient et riant allègrement. Lorsqu'il fut bien éméché pour la plupart, le conseiller spirituel poussa Matt. « C'est l'heure pour toi d'aller dormir. Demain, nous nous réveillons très tôt. »
grogna Roger en dégageant Colline avant d'attraper Tobias sous les bras et de le projeter contre le mur. Et toi, debout, dépêche-toi. Matt obtempéra et fut enfermé à clé aussitôt. Il entendit Roger rouspéter en claquant la porte de sa chambre. Les gardes étaient dans le couloir, barrant sa porte. Impossible de ressortir par là. Matt attendit un quart d'heure. Elle perçut des bruits de pas. On toqua à la porte de Roger. Les cloisons fines ne retenaient pas les voix. « Du vin pour vous, fit une femme, de la part de vos camarades en bas. »« Merci. Ne donnez rien aux gardes dans le couloir par contre. » Formidable, le plan fonctionne. Non seulement Tobias était ici en ville, mais en plus il n'était pas seul. Colline, au moins, était de la partie. À bien y réfléchir, ce dernier point n'était pas pour le rassurer. D'abord il le croyait mort, et ensuite c'était une ordure de traître. Comment Tobias et Ambre étaient-ils parvenus à s'en faire un allié? Le lit de Roger grinça quand l'y s'y jeta avec sa bouteille et Matt patienta. Le temps que l'alcool fasse son œuvre. La clameur qui provenait du rez-de-chaussée gagna peu à peu les étages à mesure que les soldats montaient, fin saoul, puis le silence se fit. Dehors, par la fenêtre, Matt vit que la plupart des lanternes étaient éteintes. Il n'y avait plus personne dans les rues. Il attendit encore une heure, en luttant lui-même contre le sommeil, avant de passer à l'action. L'oreille collée contre la porte, il entendit l'un des gardes soupirer. Il échangeait quelques mots de temps en temps. Il fila à la fenêtre et l'ouvrit. Ils étaient au second étage, à plus de 7 mètres de hauteur. Sans lame pour découper ses draps, il serait difficile d'improviser une corde assez longue. Je verrai ça plus tard. Ce qui compte, c'est la chambre de Roger. Matt se pencha pour chercher des appuis. Une fine corniche encadrait toute la façade, c'était jouable. Il enjamba le rebord et se retrouva suspendu au-dessus du vide. S'il n'a pas laissé sa fenêtre ouverte, je suis fichu. Il faisait chaud dans la grotte, très chaud. Avec le vent en plus, il aurait besoin d'un peu d'air. Matt rampait à la verticale sur un étroit rebord de pierre dont il n'avait aucune idée de la résistance. Il pouvait voir la fenêtre de Roger, entr'ouverte. J'y suis presque. Encore un petit effort. Son pied trébucha, et pendant un instant, il crut qu'il allait basculer, mais son pouce gauche s'était enfoncé dans une petite infractuosité, et cela suffisait à le maintenir en équilibre précaire. Il toucha enfin la fenêtre et se hissa à l'intérieur. Roger ronflait sur son matelas, une bouteille de vin vide contre lui. La pièce était chichement meublée. Matt n'en avait pas pour longtemps. Il s'intéressa tout d'abord à l'armoire. Vide. Matt jeta un œil à ce qui servait de bureau. Rien non plus. Un plastron en cuivre avec une besace gisait au pied du lit. Bien sûr, ce document est tellement important qu'il ne s'en séparera pas. Il s'empara de la boîte, un sourire de triomphe aux lèvres. Il ne pouvait l'emporter avec lui. Les cyniques changeraient tous leurs plans s'ils savaient qu'il y avait une fuite. Il fallait le lire et le mémoriser. Matt ouvrit la boîte et déroula la feuille couverte de notes. Il se posta à la fenêtre
5 armées, plus de 15 000 soldats, des chariots de guerre, des armes et des armures à profusion. Le plan de bataille y était détaillé, et Matt le relut plusieurs fois pour n'omettre aucun élément. La passe des loups, les 5 armées, la manœuvre de diversion de la 3e armée, la prise d'Éden, le ratissage pour faire tomber clan par clan. Matt comprit soudain qu'il était inutile de poursuivre. Les bancs n'avaient aucune chance. Même en sachant à l'avance ce qu'allaient faire les cyniques, c'était un combat perdu. 15 000 hommes. Eden était de loin la plus grande ville panesque. Et combien était-il? 1000 au départ. Peut-être le double ou triple depuis. Mais c'était bien insuffisant. Et même s'il rassemblait tous les clans, il n'arriverait jamais à la cheville d'un tel déploiement de force. C'était déjà le cas sur les Carmichael, et nous avons tenu bon. Cette fois, il dut s'avouer que c'était différent. 5 armées très bien organisées, aucun moyen de rivaliser. Nous pouvons fuir. Si Eden est prévenu, les longs marcheurs alerteront tous les autres clans et nous pourrons partir encore plus au nord. Mais jusqu'où irait-il? Matt ravala son désespoir. Ce n'était pas à lui de juger pour les autres. Le plus urgent était de transmettre ces informations à Eden. Une fois qu'il eut la certitude de bien connaître les plans, Matt s'empressa de ranger le document comme il l'avait trouvé et hésita en découvrant un long couteau. Il pouvait lui rendre de précieux services pour fuir. Mais Roger risque de comprendre que je suis passé par sa chambre. Il pourrait deviner que leur stratégie est compromise et la changer. Il ne prit rien et abandonna même l'idée de fuir par la porte. Les gardes étaient juste à côté. De retour sur sa corniche, Matt avait perdu son assurance. Ses mains n'avaient plus la même sûreté et dans l'effort, son corps le faisait encore mal. Pas totalement remis des coups reçus 3 jours plus tôt. Il mit 5 longues minutes à rallier sa chambre et il transpirait abondamment quand il enjamba la rambarde. La forme surgit de l'ombre d'un coup, fondant sur lui si rapidement qu'il n'eut pas le temps de se protéger ou même de reculer. Les mains du conseiller spirituel s'abattirent sur ses épaules et le projetèrent contre le mur. Tu crois que tu peux nous échapper aussi facilement? Hurla-t-il fou de rage, que je n'ai pas verrouillé cet endroit avec mes hommes. Ils sont partout, même dans la rue autour de l'auberge. Alors la prochaine fois que tu joues les funambules, assure-toi que tu n'es pas repéré. C'est une chance que tu ne sois pas tombé. 6 soldats remplissaient la petite pièce et aucun n'avait l'air ivre. Matt comprit qu'il n'avait vu que la partie immergée de l'iceberg. Par chance, personne ne semblait se douter de ce qu'il était réellement allé faire. Nous allons doubler les gardes, assura un officier. Roger arriva, réveillé par le bruit, l'expression à la fois inquiète et ensuquée. Il sera inutile. Vous partez avec le prisonnier, révéla le conseiller. Puisque vous êtes sur pied, rejoignez le funiculaire de suite. Vous passerez le reste de la nuit à bord du charron. Cette fois, Matt réalisa qu'il
Je reprendrai la lecture certainement demain soir. Merci pour ceux qui sont venus me voir. Merci à ceux qui reviennent. C'est gentil. Merci à ceux qui ont follow. C'est gentil. Merci de me dire toutes ces choses. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Merci à toi. Et Jack and Flo, tu peins quoi quand tu m'écoutes? Ah ok. Bah merci de m'écouter. Merci beaucoup. Bonne nuit et peut-être à demain soir. Bonne soirée.